Le patrimoine industriel est un champ disciplinaire qui est très vaste et qui se déploie en France depuis environ une cinquantaine d'années. Il est extrêmement vaste, notamment du point de vue chronologique, puisqu'on considère que le patrimoine industriel commence à partir du moment où les hommes développent des techniques, donc depuis la préhistoire, jusqu'à nos jours avec des techniques qui peuvent devenir obsolètes, autrement dit, les ordinateurs ou nos smartphones sont aussi concernés. L'approche est une approche pluridisciplinaire. On convoque autour d'un site industriel ou une entreprise à la fois des historiens, des ethnologues, des géographes, des ingénieurs, toute une multitude de compétences qui permettent de retracer la vie d'un site et d'en déterminer son importance pour la société actuelle. On a longtemps parlé, en tout cas au début, d'archéologie industrielle parce que nos pionniers dans ce domaine travaillaient beaucoup sur des sites plutôt du XVIIIe siècle, au tout début de ce que l'on appelle improprement la révolution industrielle, en tout cas cette accélération des techniques au XVIIIe siècle. Et de fait, les techniques de l'archéologue ont été mises à contribution. Fouilles de sites pour, par exemple, dégager des hauts fourneaux. Progressivement, le terme en France est devenu le patrimoine industriel parce qu'il permet de montrer l'appropriation de l'industrie par à la fois les services, les institutions publiques, mais aussi les citoyens et les citoyennes. L'usine et l'objet technique sont devenus des objets patrimoniaux que les citoyens et les citoyennes aiment aussi à protéger et à visiter. Alors si je me place d'un point de vue historique, les services de l'État ont eu une approche plutôt tardive du patrimoine industriel parce que leur formation aux beaux-arts ne leur donnait pas cette sensibilité à l'architecture industrielle. Alors il y a bien évidemment des cas, des exceptions et sans doute la plus fameuse est l'Arc-et-Senans, qui est une ancienne manufacture royale de sel et qui, elle, a été classée au titre des monuments historiques dès 1926. Mais si elle l'a été, c'est pour son architecture et puis pour son architecte, Claude Nicolas Ledoux, qui était l'architecte du roi et qui effectivement a fait de ce lieu un espace tout à fait prestigieux et unique au monde. Et Arc-et-Senans est à juste titre aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Dans les premiers temps du patrimoine industriel, ce sont effectivement des sites avec une esthétique très soignés, qui sont d'abord mis en valeur. C'est le cas, par exemple, avec le moulin Meunier, le moulin à cacao, à l'est de Paris, une architecture de métal et de briques vernissées tout à fait exceptionnelle et qui a, elle aussi, été classée dans les années 1980. À part ces exceptions-là, les acteurs du patrimoine industriel sont d'abord et avant tout des citoyens, des associations et puis des universitaires qui ont pris conscience assez tôt de la valeur de ces objets et de leur valeur patrimoniale. Parmi les acteurs, je dois tout de suite mentionner le CILAC, qui est le comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. Il a été créé en 1978 dans un contexte international déjà intéressé par ces questions. Et le premier objectif du CILAC a été d'organiser le premier congrès international en France sur ce sujet-là, le congrès de TICI, Comité international pour la conservation du patrimoine industriel, qui s'est tenu en 1981 en France. Et le CILAC a publié tout de suite, ou très rapidement, une revue et mené des études pour mettre en valeur ce patrimoine industriel. À l'échelle du territoire, il y a des associations régionales qui ont aussi cette mission de protéger, d'identifier et de conserver le patrimoine industriel. Alors, l'État n'est pas totalement absent, mais il a fallu l'attendre 1983 pour qu'une cellule patrimoine industriel soit créée, dédiée exclusivement à ce patrimoine, de manière à pouvoir protéger au titre des monuments historiques un certain nombre d'édifices. C'est à ce moment-là qu'on doit par exemple l'inscription du hall des grues au Creusot, qui aujourd'hui a été transformé en bibliothèque universitaire.
La prise de conscience, elle a particulièrement été accélérée par la destruction d'un lieu majeur du patrimoine industriel en France, qui étaient les Halles de Baltard, au début des années 1970, hein, juste après 1968. La décision est prise par Georges Pompidou de détruire ces halles pour y creuser, enfin du moins pour y construire les halles que l'on connaît, alors qu'on ne connaît plus aujourd'hui puisqu'elles ont laissé place à un nouvel édifice, mais l'objectif était d'en faire une gare pour les transports urbains. Et les halles de Baltard ont été détruites alors qu'elles étaient un chef-d'œuvre, hein, de métal et de verre, et qu'elles contribuaient à approvisionner Paris en denrées alimentaires. À l'issue de cette destruction, les services de l'État se sont véritablement mobilisés pour éviter de nouvelles destructions, et c'est à ce moment-là que s'inscrit par exemple la reconversion de la gare d'Orsay, qui est aujourd'hui devenue le musée d'Orsay. Cette gare qui aujourd'hui accueille un musée de la période du 19e siècle et qui est extrêmement fréquentée par les visiteurs, mais peu savent que ce lieu absolument magnifique est une ancienne gare. Les quais ont été malheureusement effacés et on ne lit plus à l'intérieur, hormis par la présence de la grande horloge. On ne voit plus l'activité passée de ce bâtiment. Donc la gare d'Orsay est le premier jalon. Il y en a un deuxième qui est aussi intéressant, c'est une filature mode bossu à Roubaix, donc là on est dans le nord de la France, et cette filature a été convertie en archives nationales du monde du travail. C'est une très belle réalisation puisqu'on y trouve aujourd'hui des archives remarquables pour justement pouvoir travailler sur l'histoire des entreprises et l'histoire des usines. Et cette reconversion, ça a été une décision de l'État imposée quelque part à la ville de Roubaix, mais qui a vu là l'opportunité de réfléchir à son patrimoine industriel. À l'issue de ces deux grandes conversions très importantes, on peut noter beaucoup d'autres aujourd'hui qui font sens et qui jalonnent en fait cette histoire des reconversions. Dans les années 1980, il faut noter le travail de M. Attal à Roubaix, qui est un propriétaire privé qui reconvertit un certain nombre d'usines pour en faire des logements, notamment des logements sociaux. Et c'est un domaine un peu précurseur en France à ce moment-là. Et puis progressivement, les usines vont faire l'objet de reconversions, non plus pour des musées, j'y viendrai après, mais véritablement pour des logements ou des lieux, des bureaux, puis des lieux mixtes d'activité. Alors, il y a un certain nombre très connus. Vous prenez par exemple l'usine Lu à Nantes, hein, qui est devenu le lieu unique, qui est un lieu qui a été extrêmement bien reconverti par l'architecte Patrick Bouchain, qui fait un travail toujours très soigné en conservant autant qu'il le peut les traces des activités passées. Mais on peut citer d'autres conversions plus compliquées comme les grands moulins de Paris ou les grands moulins de Pantin. Les grands moulins de Pantin ont fait l'objet d'une reconversion dans le cadre du moins dans le secteur bancaire, puisque c'est BNP Paribas qui a œuvré à cette reconversion. Et le parti pris des architectes Reichen et Robert a été de conserver la silhouette du bâtiment qui est très visible depuis le périphérique et d'y ajouter des immeubles beaucoup plus bas de façon à ce qu'ils ne puissent pas porter atteinte à cette silhouette. C'était un tour de force puisque les silos à grains sont des architectures très particulières, hein. Ce sont des cellules, des sortes de grands tuyaux qui sont juxtaposés pour conserver le grain. Et de fait, pour les reconvertir, il faut couper et créer des étages et puis en faire voilà, des espaces différents comme des grands plateaux, en l'occurrence qui a été fait au Grand Moulin de Pantin. Les silos sont vraiment quelque chose d'intéressant, hein, du point de vue de l'architecture et de la reconversion. Il y en a un troisième que je dois ajouter, c'est celui d'Arinque, hein, sur le port de Marseille, lui aussi très emblématique de la silhouette de la ville lorsque l'on arrive en bateau, qui symbolise une agriculture extensive, hein, comme tous ces grands silos, et qui a été reconverti d'une part en salle de spectacle, avec là encore un usage de ces cellules très intéressant. C'est une salle de spectacle modulable qui est techniquement très réussie. Et puis une autre partie où là ce sont des bureaux qui ont été installés. Les cellules ont été découpées pour pouvoir y mettre des fenêtres. Et on voit que l'usage a d'une certaine façon véritablement modifié l'apparence extérieure du silo.
Ce travail de conversion, il est très intéressant puisque certaines villes se sont véritablement emparées du phénomène. Alors j'ai déjà cité Roubaix. Roubaix fait quelque part figure de laboratoire des reconversions par de multiples exemples très soignés. Donc j'ai parlé des Archives nationales du monde du travail, mais on peut aussi citer la Condition publique, qui est un ancien entrepôt créé par la ville de Roubaix au XIXe siècle et qui accueillait aussi un laboratoire. Alors, historiquement, l'objectif était d'accueillir là des laines qui venaient du monde entier, hein, dont d'Australie, de les peser, de les analyser pour voir leur qualité et ensuite pouvoir procéder à leur transformation. La Condition publique est devenue, elle aussi, un lieu mixte, une friche culturelle ou une fabrique de culture où les espaces sont modulables pour accueillir à la fois des spectacles, des expositions et puis s'y trouve également une artothèque qui est accessible aux habitants tout autour, ainsi que des locaux pour accueillir des artistes. La Condition publique, elle est aussi complétée d'un musée qui est devenu très connu aujourd'hui, c'est la piscine de Roubaix, piscine André Diligent. Il s'agissait d'anciens bains-douches, piscines bains-douches, qui ont été construites dans l'entre-deux-guerres par la municipalité pour aider ou favoriser l'hygiène auprès des ouvriers et des ouvrières. Et cette usine bain-douche a été reconvertie en musée et c'est une réalisation extrêmement réussie et très emblématique. Donc c'est un style art déco et la salle principale est ornée d'un vitrail avec un soleil art déco de toute beauté. Le bassin était en partie conservé, donc il y a toujours un plan d'eau et tout autour des collections issues des collections de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, de Roubaix, pardon. Donc la Chambre de commerce et d'industrie de Roubaix qui avait créé un musée industriel au XIXe siècle. Les collections ont été récupérées, sont désormais exposées. Et on est là dans un lieu qui exprime l'histoire du travail par le biais de la statuaire ou de la peinture. Et on y trouve également des collection d'échantillons textiles produites par les anciens industriels de Roubaix. Donc un lieu dédié à l'art, mais en complète osmose avec l'histoire industrielle. Et puis la ville de Roubaix comporte beaucoup d'autres reconversions, des anciennes usines converties en studios de répétition de danse par exemple, ou en lieu de répétition pour des artistes, pour des start-up. Donc on est dans une véritable volonté pendant, je dirais, 30 années de préserver ce tissu tout à fait particulier. Alors Roubaix présente la particularité d'être véritablement ce qu'on appelle une ville-usine, c'est-à-dire que les usines se sont d'abord construites et puis la ville s'est, elle, développée tout autour, c'est-à-dire que des maisons ont été construites, des courets qui sont typiques de l'architecture du logement à Roubaix. Malheureusement, il n'y a aujourd'hui que 2 courets protégés au titre des monuments historiques, alors que, à l'inverse, les maisons patronales sont plutôt tout à fait bien préservées. J'en profite d'ailleurs pour souligner à quel point ce patrimoine reste fragile puisque en 2024, Europa Nostra, qui est une association européenne, a mis les courets de l'Eppel sur la liste des 7 sites les plus menacés en Europe. Ces courets sont aujourd'hui menacés par un projet de la municipalité qui a changé, qui n'a pas cette même sensibilité patrimoniale et qui voudrait les détruire pour y construire un parking. Voilà, donc ça fait partie des combats que l'on continue de mener aujourd'hui. Alors le patrimoine industriel, ce n'est pas que la reconversion, c'est aussi des musées industriels il est important de souligner à quel point la variété des musées industriels est forte. On a sur le territoire français d'abord beaucoup de musées industriels et une extrême diversité. Notre grotte Lascaux du patrimoine ou des musées industriels, c'est sans aucun doute la corderie Valois, qui est à proximité de Rouen, qui se trouve dans un ancien moulin du 19e, avec l'ensemble de son matériel d'origine. Et le visiteur peut tout à fait entrer dans cette corderie de la façon dont les ouvriers entraient. Et la médiation permet de faire fonctionner les machines d'origine devant les visiteurs. Donc autrement dit, très peu d'interventions pour pouvoir s'immerger dans l'industrie du 19e siècle.
Parmi les musées, ces musées, je ne les citerai pas tous, mais le Centre historique minier de Leeuwarden est aujourd'hui devenu le musée de référence dans le domaine de l'histoire de la mine de charbon. Il est installé sur un ancien carré de fosse à Douai, enfin Leeuwarden, et c'est comme la Corderie valoise que l'on appelle des musées de sites, c'est-à-dire qu'ils sont installés sur les sites d'origine. Le centre historique minier a fait le choix, pour guider le visiteur, de retracer le parcours de la gueule noire ou des gueules noires lorsqu'elles arrivaient sur le site. Donc un parcours tout à fait intéressant qui passe par ce que l'on appelle la salle des pendus, où les mineurs laissaient leurs vêtements propres pour ne mettre que les vêtements utiles pour pouvoir travailler, puis passer à la lampisterie, chercher de la lampe de mineur pour s'éclairer au fond, et moyennant un jeton qu'ils laissaient, puis l'ascenseur, etc., etc. Donc on est vraiment dans le même parcours que celui des gueules noires. La seule différence, c'est qu'en France, on ne peut pas descendre dans des galeries de mines, puisque les services de l'État l'ont interdit. Et de fait, il s'agit d'une galerie reconstituée par d'anciens mineurs, et qui permet là de traverser l'histoire de l'extraction du charbon avec différentes étapes dans la mécanisation. Beaucoup d'autres musées sont encore aussi intéressants. Je citerai la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais, qui a ouvert au début du XXIe siècle, parce qu'on est sur un concept de musée différent. Il s'agit d'une ancienne usine collective, hein, de dentelle mécanique qui se fabrique sur les métiers Levers. Là, le choix a été fait d'emmener le visiteur sur le temps long, depuis la dentelle à la main jusqu'à la dentelle mécanique, et de croiser les différentes approches d'histoire d'entreprise, d'histoire des techniques, d'histoire sociale et d'histoire de la mode et du design. Donc là, le visiteur commence par entrer dans l'histoire de la dentelle depuis les dentelles de l'époque moderne, avec de très beaux tableaux qui montrent que la dentelle n'était pas une prérogative féminine, mais qu'elle avait aussi des usages masculins. Et puis, le clou peut-être du spectacle est l'arrivée dans une partie de l'usine où 3 métiers liveurs se sont mis en fonctionnement, en démonstration devant le public. Cela permet de comprendre un petit peu la technique très complexe, hein, du métier livers, qui associe à la fois un métier à tulle et un métier jacquard, et qui regroupe à peu près 11 métiers autour d'une seule et même technique. Donc les visiteurs voient la production, voient en amont la préparation, hein, la fabrication des dessins, des cartons jacquard, et puis derrière tout le travail de finition qui est indispensable, à la fois pour raccommoder la dentelle où il peut y avoir des trous, mais aussi le nettoyage, la teinturerie, etc., etc. Et puis la visite s'achève par la dentelle aujourd'hui, avec des objets très contemporains qui sont offerts au musée de la dentelle, à la Cité de la dentelle, par des artistes ou des entreprises. Et le lieu est complété d'une grande salle dans laquelle ont lieu des défilés de mode, de lingerie notamment, qui permettent aussi denteliers encore en activité à Calais et Caudry d'exposer leur production et de travailler étroitement avec finalement les clients de la dentelle, que sont notamment les fabricants de sous-vêtements féminins. Et puis, depuis quelques années, 5 à 6 ans, le musée est aussi devenu un lieu de formation. Et c'est là un changement très important pour les musées, puisque un partenariat a été noué avec le lycée professionnel de Calais, qui permet à des jeunes de venir se former au sein de la cité sur les métiers, à la fois ceux qui sont en démonstration et ceux qui sont conservés en réserve. Et on a là une nouvelle fonction pour le musée, qui est celui de conserver les savoir-faire et les transmettre via ce partenariat avec un lycée professionnel. Et c'est là une modification forte dans le rôle des musées dans le XXIe siècle. Dans cette logique de transformation des musées, j'aimerais attirer l'attention sur les musées d'entreprise, qui composent un domaine un peu à part dans la typologie des musées dédiés à la technique ou dédiés à l'industrie. La France présente là encore une particularité, avec beaucoup de musées industriels répartis sur l'ensemble du territoire.
Et des musées très intéressants parce qu'ils conservent des collections absolument uniques que les musées publics ne seraient pas nécessairement à même de conserver. Je pourrais par exemple citer la cité Michelin à Clermont-Ferrand, qui est un lieu très emblématique de cette thématique. La cité Michelin, elle raconte à la fois l'histoire d'une entreprise et de ses créateurs, hein, la famille Michelin, mais surtout elle propose une histoire de l'innovation du pneu et en parcourant le musée, on découvre ainsi comment les pneus ont évolué, hein, depuis la roue en bois jusqu'à l'arrivée du caoutchouc et aujourd'hui des gommes tout à fait performantes et puis l'innovation au travers d'applications comme les pneus d'avion par exemple. Ce musée, il est très intéressant parce qu'au-delà d'innovation, il entre aussi dans l'histoire de la publicité. Tout le monde connaît Bidendum. Et on est dans une histoire à la fois du graphisme, histoire du marketing, qui certes est à la gloire de l'entreprise, mais je pense que le visiteur ne s'y trompe pas lorsqu'il entre. Néanmoins, on traverse également l'histoire de France, l'histoire d'objets très familiers, hein, le pneu en est une, mais si on regarde du côté du train, la fameuse Micheline, qui doit son nom à Michelin, est aussi partie prenante de la vie des Français. D'autres musées sont importants comme l'aventure Peugeot, dont la scénographie est moins aboutie, mais l'exemple de l'aventure Peugeot peut être comparé avec la situation internationale. Le secteur automobile est sans aucun doute l'un des secteurs qui a les plus beaux musées d'entreprise et je renvoie les spectateurs au cas du musée de Mercedes ou encore du musée Ferrari, un cas en Allemagne, un autre en Italie, où là, chacune des deux entreprises ont fait appel à des architectes qui ont véritablement fait du musée et de son enveloppe un signal fort pour la marque et mis en scène les automobiles et les différentes caractéristiques de ces entreprises. Alors, ce sont clairement des musées qui ont pour but de vendre la marque et de répondre à l'envie des utilisateurs de contempler ces beaux objets. Dans le cas de Ferrari en particulier, on entre là dans aussi la dimension du luxe. Et beaucoup d'entreprises du monde du luxe se sont aussi aujourd'hui tournées vers des musées de marque qui permettent de montrer à la fois la profondeur historique et puis la qualité des productions, les savoir-faire qui sont mis en œuvre. Dans le domaine de la haute couture, on voit ainsi un certain nombre de lieux dédiés aux grands couturiers. C'est par exemple le musée Yves Saint-Laurent à Paris qui a ouvert en 2017, mais on trouve l'équivalent dans d'autres pays comme en Italie autour de grandes marques. J'attirais aussi l'attention sur le cas de la plus ancienne usine parisienne de fabrication de monnaie. Il s'agit de l'hôtel de la Monnaie, Grousquet-Conti, et du musée de la Monnaie qui a rouvert aux alentours de 2011 et qui est dédié effectivement à l'histoire de la monnaie à Paris, qui était un monopole d'État, mais qui permet aussi de faire le tour des différents métiers et d'admirer aussi le travail des graveurs lorsqu'ils sont là, puisque dans le parcours du musée, une sorte de trouée a été commise dans le mur pour pouvoir admirer l'atelier des graveurs. Adosser un musée à un atelier de fabrication est sans aucun doute une des meilleures façons de montrer au visiteur, de lui faire comprendre comment les objets sont fabriqués. Dans la série des ateliers musées, le cas de l'entreprise Boin, qui est la dernière fabrique d'aiguilles à coudre, qui est en Normandie, est absolument exemplaire, puisque le visiteur entre dans l'entreprise, visite l'atelier de fabrication de ces épingles ou de ces aiguilles, et le personnel a été formé pour répondre en fait aux
questions des visiteurs. Et puis, cette visite est complétée de celle du musée, qui explique à la fois l'histoire du territoire et de toutes ces fabriques et tous ces moulins qui permettaient d'actionner les fabriques qui jalonnaient la vallée dans laquelle se trouve l'usine. Et puis, raconte également l'histoire de l'entreprise Boeing, qui aujourd'hui est encore connue à l'échelle internationale, mais elle a été très tôt dans le 19e. Voilà, l'atelier musée est effectivement une forme de musée et d'entreprise qui est tout à fait intéressante. Si je voulais compléter le panorama, j'insisterai aussi sur le musée de Pleux-Morbaudou, la cité des télécoms, qui est le musée de l'entreprise France Télécom Orange, qui est installé sur un site qui a accueilli la première retransmission télévisée en direct entre la France et les États-Unis, grâce au Radome, qui est une antenne voilà, d'une taille remarquable. Son équivalent côté américain a été détruit. C'est donc un exemplaire unique et un site tout à fait exceptionnel. L'entreprise a choisi là d'y rassembler ses collections qui racontent l'histoire des télécommunications en France depuis le télégraphe de Chappe jusqu'à nos jours. Et on est là sur encore un site absolument exceptionnel, d'abord par son histoire, hein, ancrée dans la télécommunication du XXe siècle, mais aussi par la dimension exceptionnelle de ses collections. Enfin, une catégorie peut-être différente, un peu plus orientée, est ce que l'on appelle les musées de marque. Les musées de marque, c'est par exemple le musée de la Vache qui rit ou le Lactopole à Laval, qui sont deux musées qui racontent l'histoire des marques laitières, des marques bien évidemment emblématiques hein, de la consommation du XXe siècle, et où le propos est beaucoup plus orienté pour la Vache qui rit vers l'histoire de la publicité, même s'il y a effectivement à l'entrée du musée les restes de l'ancienne laiterie. Le Lactopole est différent puisque là, c'est le fruit de la collecte de la famille Beignet qui, pendant des dizaines d'années, a glané, si je puis dire, sur l'ensemble de la planète, des objets liés au travail du lait. Donc le lieu est fascinant parce qu'effectivement, il permet de traverser les civilisations, de traverser le temps et de voir la permanence finalement de certains objets comme les barres à beurre ou les yaourtières à travers l'espace et le temps. Là aussi, la richesse des collections, leurs précisions sont tout à fait intéressantes. Alors le patrimoine au XXIe siècle, c'est loin d'être un patrimoine figé et finalement accepté ou consensuel, pour de multiples raisons. Peut-être d'abord parce que l'industrie, c'est certes ce qui nous permet aujourd'hui de nous habiller, de manger, de bouger, mais c'est aussi une activité qui peut être polluante ou qui peut porter préjudice ou atteindre notre santé. Ces dimensions-là, elles sont très peu abordées dans les musées, par exemple, et c'est un des enjeux du patrimoine industriel aujourd'hui que de conserver aussi les traces de ces atteintes. Alors, j'ai toujours plaisir à expliquer à mes étudiants que il y a 30 ans ou 20 ans, personne n'aurait parié qu'un gros tas de déchets puisse être protégé au titre des monuments historiques. Et pourtant, c'est ce qui a eu lieu en 2012 lorsque le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. On est là à l'échelle d'un paysage vivant, évolutif, culturel, et de fait, les terrils, ou terris pour le dire à la façon des gens des Hauts-de-France, les terris sont d'immenses tas de déchets dont certains sont aujourd'hui classés au titre des monuments historiques. C'est à la fois un geste symbolique, mais aussi très emblématique du changement de regard sur le patrimoine industriel.
Le paysage est aujourd'hui une des façons de préserver au mieux le patrimoine industriel. Donc, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été l'un des tout premiers à s'en saisir, mais on peut également mentionner derrière les maisons et coteaux des vins de Champagne, qui, au titre des savoir-faire agro-industriels, a été aussi classé sur la liste du patrimoine mondial. Et puis, nous sommes là dans le patrimoine matériel et tout le champ du patrimoine industriel est également très vaste. Cette année, les techniques ou les savoir-faire verriers ont été inscrits au titre du patrimoine industriel immatériel, mais on pourrait également citer la dentelle qui a également obtenu cette distinction. Alors en 2024, quels sont les grands enjeux auxquels le patrimoine industriel est confronté? Alors il y a à la fois des enjeux, il y a des périls. Certaines décisions politiques peuvent avoir des effets induits catastrophiques pour le patrimoine industriel. Depuis des années, nous défendons le fait que le patrimoine industriel est partie prenante d'une action positive dans le cadre du changement climatique. Les friches industrielles sont effectivement des ressources foncières extrêmement précieuses et nous militons pour la conservation des bâtiments au lieu de leur destruction pure et simple, ce que l'on voit extrêmement souvent. L'architecture industrielle, en tout cas celle des 19e et 20e siècle jusqu'aux années 1980 à peu près, sont des architectures très solides de métal, de briques, de béton et qui ont une véritable valeur aujourd'hui lorsque l'on doit reconvertir des sites. Je ne parlerai pas des grands halls de métal, des boîtes à chaussures qui ont pris la suite de l'architecture industrielle. Or, on voit qu'une loi comme celle d'aujourd'hui qui a été mise en place sur les friches ou sur le zéro artificialisation est instrumentalisée par certains acteurs, dont les gros groupes immobiliers, pour détruire des bâtiments sans prendre la peine d'essayer de les reconvertir. Alors, je citerai un cas, par exemple, sur lequel le SILAC avait alerté la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, en 2015. Il s'agit de la sucrerie d'Eppeville, dans la Somme. Cette sucrerie, elle est remarquable. Elle a été conçue, dessinée, construite par Georges Lich, qui est un architecte fameux. Georges Lich a non seulement construit la sucrerie, mais également toute une cité de logements à côté, logements ouvriers, logements d'ingénieurs, le château du directeur. Donc on a un ensemble extrêmement homogène qui est construit juste après la Première Guerre mondiale grâce à l'argent des réparations. Et c'est une sorte de coopérative qui est mise en place. L'ensemble des propriétaires de sucreries qui avaient été détruites par les Allemands mettent leur argent en commun pour construire ce qui sera la plus grande sucrerie d'Europe jusque dans les années 1950, la plus moderne avec un outil industriel absolument remarquable. Et puis surtout du point de vue de l'architecture, une façade art déco qui est tout à fait exceptionnelle. Cet ensemble, il est aujourd'hui menacé de destruction parce que l'entreprise Südzucker, qui est un énorme groupe allemand, a décidé de la détruire. Comme il le fait dans tous les sites qu'il rachète, il mène une politique de tabula rasa pour être certain qu'aucun autre concurrent ne viendra s'y implanter. Avec l'aide d'une association locale, Respect, nous avons en son temps saisi les autorités, la DRAC, la région, l'État, et obtenu une instance de classement par la ministre de la Culture. L'instance de classement a permis d'inscrire ce site au titre des monuments historiques, mais aujourd'hui, nous savons que des pressions sont faites pour malgré tout obtenir la destruction d'une très grande partie du site. Et c'est quelque chose d'absolument intolérable, inacceptable, voire scandaleux. Nous souhaitons, nous, à l'inverse, que le site soit classé au titre des monuments historiques pour de multiples raisons. D'abord, c'est un lieu exceptionnel, unique en Europe. Il symbolise à la fois la Première Guerre mondiale, l'art décoratif, l'architecture industrielle. Et pourtant, nous avons du mal
à nous faire entendre. J'ai déjà cité le cas aussi des courets de l'Epeul qui renvoie à cette conservation d'un habitat précaire, d'un habitat ouvrier. Alors la situation n'est pas catastrophique, hein, je ne souhaite pas terminer là-dessus. En revanche, nous devons continuer à être vigilants. Le week-end dernier, le CILAC organisait son week-end annuel. Nous avons visité la ville de Corbeil-Essonnes, où se trouve un site exceptionnel lui aussi, qui sont les anciens moulins de Corbeil-Essonnes, où Stéphane Kaplan a pu dire que s'y trouvaient 1000 ans d'histoire du blé et du pain, un site qui a eu un rôle important au moment de la Révolution française et qui aujourd'hui, par ses bâtiments, raconte toute l'industrialisation de la meunerie depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, avec des bâtiments de l'architecte Paul Friezé tout à fait remarquables. Voilà. Le site est aujourd'hui propriété privée, la ville espère pouvoir obtenir qu'il soit reconverti et nous accompagnons de nos voeux une reconversion la plus respectueuse possible du site, de façon à le rendre à sa population, dont c'est quelque part l'histoire et un composant important de cette histoire. À quelques encablures de ce silo, ces grands moulins, par exemple, les papeteries d'Herblay ont, elles, subi un sort beaucoup plus funeste, puisqu'elles ont été complètement rasées, alors qu'elles avaient également une qualité architecturale très forte et qu'un projet de reconversion était tout à fait possible. Voilà, alors en conclusion, si je devais plaider pour le patrimoine industriel, j'encouragerais tout à chacun à aller voir à la fois les musées, les cités qui ont été installées dans des sites reconvertis ou pas, en région parisienne. Par exemple, il se trouve aujourd'hui à Aubervilliers un immense site qui était celui de la parfumerie Pivert et dans lequel plus de 200 artistes ont installé ou du moins déposé leurs valises pour pouvoir travailler. C'est un site absolument remarquable. À Saint-Étienne, la Cité du Design, qui est aujourd'hui installée dans l'ancienne manufacture de Saint-Étienne, manufacture là aussi avec des bâtiments qui sont magnifiques. Si vous voulez aller dans une ville un petit peu plus modeste ou en tout cas en zone rurale, je vous engage là aussi à aller voir Guérigny et ses forges royales et son château de la Chaussade, où vous plongerez dans la ville du XVIIIe siècle, parfaitement bien conservée, un lieu exceptionnel, très peu connu, mais qui mérite effectivement largement un détour. Le patrimoine industriel donne aussi lieu à des travaux de recherche dans l'enseignement supérieur et la recherche, à la fois des universitaires, des travaux aussi menés aux services régionaux de l'inventaire dans les régions, et je citerai peut-être par exemple mes collègues au sein du service régional de l'inventaire d'Île-de-France, Nicolas Pierrot ou encore Bertrand Fournier au service régional de l'inventaire des Hauts-de-France qui mènent des travaux tout à fait passionnants. À l'échelle de l'université, un certain nombre de thèses sont engagées pour approfondir l'une ou l'autre de thématiques. Un des aspects peu travaillés, par exemple, c'est l'influence de l'industrie et du patrimoine dans l'empire colonial. J'ai pu diriger dernièrement une thèse qui a été soutenue sur le patrimoine industriel au Tchad. Donc on est là dans un patrimoine sur la zone subsaharienne et un travail tout à fait pionnier pour retracer l'histoire de l'industrie au Tchad et les traces, l'héritage qui en est resté. D'autres travaux sont menés au Sénégal, par exemple, où l'on retrouve Kissa grue à vapeur, la station de pompage des eaux, une station de chemin de fer qui raconte aussi cette histoire commune entre le colonisateur et les colonisés.
La dimension du travail forcé est un sujet épineux que l'on essaye là aussi de prendre à bras le corps, de façon à la fois retracer l'histoire de l'esclavage ou l'histoire du travail forcé, sa réception et ses traces. Quelles sont aujourd'hui les traces du patrimoine de l'esclavage? Sont autant de questions très sensibles, mais qui méritent effectivement une attention. Je plaide et nous plaidons pour que, dans un certain nombre de musées dédiés à l'histoire, par exemple sucrière, ou du rhum, par exemple, on ait cette histoire qui soit, racontée et que les objets soient effectivement visibles. Donc autrement dit, le patrimoine industriel a encore, beaucoup d'avenir, à la fois comme objet de recherche au sein des universités, mais aussi comme lieu de médiation, comme lieu d'acculturation pour, les citoyens et les citoyennes, sur le territoire national et au-delà, avec, l'ambition de créer des lieux repères, des lieux où l'on puisse raconter l'histoire des populations, de leur migration, de leur implantation, de leur évolution. L'histoire du travail fait véritablement partie de l'histoire humaine et en conserver les traces est absolument fondamental pour pouvoir, construire aussi, l'avenir et comprendre, l'histoire dont l'on vient.